À la table de réception du mariage. Elle m'a présenté comme un simple ami. Je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai souri et j'ai dit 4 mots qui ont tout changé. Ce qui s'est passé dans les 4 minutes qui ont suivi a laissé tout le monde sans voix. Mais ce n'était que le début. Certaines erreurs vous coûtent tout. Je m'appelle Kenneth Pierce. Mes amis m'appellent Ken. J'ai 45 ans. Et jusqu'à récemment, je dirigeais une usine de fabrication à Toledo, dans l'Ohio. Un bon travail, un accord de participation aux bénéfices qui me mettait bien à l'abri. J'avais une femme, Felicity, qui gérait une boutique d'artisanat en ligne, vendant des articles faits main sur Etsy. Nous étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4. Elle avait 2 enfants d'une précédente relation, Connor, 14 ans, et Emma, 11 ans. J'avais mon propre fils, Jake, 16 ans, qui vivait avec mon ex-femme, Caroline, à Columbus. Le truc avec les seconds mariages, c'est qu'on y entre en pensant avoir appris de ses erreurs. On est plus âgé, plus sage, plus prudent. On guette les signaux d'alarme. On communique. On construit ensemble. Felicity et moi avons acheté une maison à Maumee. Rien d'extraordinaire, mais solide. 3 chambres, un jardin décent, proche de bonnes écoles pour ses enfants. Je l'ai aidé à lancer sa boutique Etsy. Je lui ai avancé $50 000 pour acheter le matériel, les machines à broder, les matières premières en gros. Elle a dit que c'était un prêt. J'ai dit que c'était un investissement dans notre avenir. Pas de paperasse, juste la confiance. Samedi 16 septembre. Le mariage de sa cousine dans un vignoble de Charme à 2 heures au sud, près de Sandusky. Un endroit magnifique, tout en collines verdoyantes et sous le soleil de fin d'été. Cette lumière dorée dont les photographes raffolent. Felicity a passé la matinée à se préparer, rendez-vous chez le coiffeur, maquillage, toute la panoplie. J'ai repassé mon costume bleu marine, ciré mes chaussures, joué mon rôle. Nous avons fait la route ensemble dans sa Honda, parlant de tout et de rien, la météo, la playlist, la question de savoir si Connor avait besoin de nouveaux crampons pour le foot. Elle semblait bien, heureuse, elle a même ri à mes blagues. Elle a touché mon bras quand j'ai pris un virage. Pas de tension, pas de distance, juste nous rendant à un événement familial comme un couple normal. Nous sommes arrivés sur le parking en gravier vers 15h30. La cérémonie n'était pas avant 16h, mais Felicity voulait aider sa cousine avec quelques détails de dernière minute. J'ai attrapé le cadeau sur la banquette arrière, un cadre photo en argent que nous avions choisi ensemble, et nous avons marché vers le bâtiment principal. Arche en pierre, lierre grimpant sur les murs, chaises blanches disposées en rangée parfaite près d'un kiosque. Le genre d'endroit qui facture un supplément juste pour son existence. C'est là que j'ai vu la table de réception, près de l'entrée. Nappe en lin blanc, livre d'or, et une femme avec un presse-papier et un sourire qui semblait avoir été installé par un professionnel. La cinquantaine, des perles, le genre de coordinatrice qui a tout vu et qui juge tout le monde. Elle a levé les yeux à notre approche, le stylo prêt. Non, s'il vous plaît. Felicity Pierce, a dit ma femme, en signant le livre de son écriture bouclée. La femme m'a jeté un regard, les sourcils levés en une question polie. Et qui est-ce? J'ai attendu que Felicity me présente. Mari, partenaire, Kenneth, n'importe quoi. Au lieu de ça, elle a souri. Ce petit sourire de réception, celui qu'on fait aux étrangers quand on veut garder les choses légères, et a dit, oh, c'est juste un ami. Juste un ami. Les mots sont tombés entre nous comme une pierre jetée dans une eau calme. J'ai senti quelque chose basculer dans ma poitrine, quelque chose de froid et de définitif. Je l'ai regardée, attendant la correction, le rire, je plaisante, chérie, mais elle s'était déjà retournée vers la femme, pointant quelque chose sur le plan de table. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. J'ai juste souri, lentement et délibérément, et j'ai dit assez fort pour que tout le monde à moins de 3 mètres puisse entendre, en fait, je suis juste un ex. Puis j'ai tourné les talons et je suis parti. J'ai entendu sa voix derrière moi, vive et soudaine. Ken, attends. Je n'ai pas attendu. J'ai dépassé les rangées de chaises blanches, le quatuor à cordes qui s'échauffait, le bar où l'on disposait les flûtes de champagne. Mes chaussures crissaient sur le chemin de gravier, d'un pas régulier et sûr. Et je ne me suis pas retourné une seule fois. Le parking me semblait aussi grand qu'un terrain de football, s'étirant à l'infini.
Mais j'ai atteint mon camion, le F-150 que j'avais conduit séparément parce que Felicity avait dit que nous pourrions avoir besoin de 2 voitures pour des courses plus tard dans le week-end. Heureusement que je l'avais. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je me suis engagé sur la route de campagne. Mes mains étaient stables sur le volant. Ma respiration était normale. Je me sentais calme d'une manière qui aurait probablement dû m'effrayer, mais ce n'était pas le cas. C'était le calme d'un homme qui venait de voir la dernière pièce d'un puzzle se mettre en place et qui comprenait enfin l'image dans son ensemble. 4 minutes après mon départ, mon téléphone a commencé à vibrer. SMS après SMS. Felicity, sa mère, sa tante, une certaine Pam que je ne connaissais même pas. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran à un feu rouge. Ken, s'il te plaît, reviens. C'était une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Felicity est en larmes. C'est embarrassant. Règle ça. J'ai éteint le téléphone et j'ai continué à conduire. Ce que je ne savais pas, ce que je ne découvrirais que plus tard dans la soirée, c'est que ces 4 minutes avaient suffi. Suffit pour que sa mère la prenne à part et exige une explication. Suffit pour que les invités commencent à chuchoter. Suffit pour que quelqu'un sorte son téléphone et réalise que toute la scène avait été filmée, juste là, en arrière-plan des premiers plans du vidéaste. 4 minutes pour que les dominos commencent à tomber. Et j'étais déjà à mi-chemin de la maison. Je suis rentré à 18h30. La maison à Maumais semblait différente quand je suis entré. Plus grande, plus vide en quelque sorte. J'ai posé mes clés sur le comptoir, desserré ma cravate et me suis versé 2 doigts de bourbon. Je me suis assis sur le canapé, encore en costume, le regard dans le vide. Mon téléphone était toujours éteint. Je n'étais pas encore prêt pour le déluge. Vers 19h, je l'ai rallumé. 43 appels manqués. 62 SMS. 3 messages vocaux. Je les ai fait défiler sans en ouvrir aucun, regardant les noms se brouiller. Felicity dominait la liste, mais il y en avait d'autres aussi. Des gens que je connaissais à peine, soudainement investis dans ma vie personnelle. J'étais sur le point de l'éteindre à nouveau quand un nouveau message est arrivé. Pas Felicity. Pas notre famille. Jake, mon fils. Papa, tu dois m'appeler. C'est important. J'ai fixé ces mots un long moment. Jake et moi parlions régulièrement, mais il n'envoyait jamais de SMS comme ça. Jamais urgent, jamais énigmatique. J'ai appuyé sur « Appeler ». Il a décroché à la première sonnerie. Papa. Salut, mon grand. Qu'est-ce qui se passe? Il y eut une pause, et je l'entendis bouger, une porte se fermer. Quand il a repris la parole, sa voix était plus basse, plus prudente. Je dois te dire quelque chose à propos de Felicity. Ma poitrine s'est serrée. Je t'écoute. Une autre pause, puis encore plus bas. J'ai enregistré quelque chose au mariage, avant que tu partes. Je me suis penché en avant. Qu'est-ce que tu veux dire, enregistrer? J'ai qu'à expirer, et je pouvais l'imaginer dans sa chambre à Columbus, cherchant comment dire ça. Je n'étais pas invité au mariage, hein? Mais j'étais à Sandusky de toute façon, chez Tyler pour le week-end. La mère de Tyler est amie avec la cousine de Felicity, alors on s'est retrouvés sur les lieux pour aider à installer les chaises et tout ça. D'accord, dis-je lentement. Je vous ai vu arriver, toi et Felicity. J'allais venir vous dire bonjour, mais ensuite je l'ai vu parler à un type près de l'entrée de service, avant la cérémonie, avant même que vous arriviez à la table de réception. Mon pouls s'est accéléré. Quel type? Je ne connais pas son nom. Grand, la quarantaine, en costume gris. Il se tenait près, papa. Très près. Et elle riait, lui touchait le bras, tout ça. Il a fait une pause. Alors, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Juste au cas où. Au cas où quoi? Au cas où tu aurais besoin de le savoir. Sa voix était stable maintenant, assurée. J'ai enregistré pendant peut-être 3 minutes. Elle l'a embrassé, papa. Juste là, derrière la haie. Pas un bisou sur la joue. Un vrai baiser. Puis ils ont parlé un peu et il a dit quelque chose comme bah tout à l'heure à la réception, et elle a ri et a dit agis naturellement. Ok. Je ne pouvais pas parler. Le verre de bourbon était froid dans ma main. J'ai qu'à continuer.
Je ne savais pas quoi en faire. J'ai failli l'effacer. Mais ensuite, la mère de Tyler nous a raconté ce qui s'est passé à la table de réception. Comment tu es parti et que tout le monde paniquait. Et je me suis dit que tu devrais peut-être voir ça. Envoie-le-moi, ai-je dit. Tu es sûr? Envoie. 30 secondes plus tard, mon téléphone a vibré. J'ai ouvert la vidéo. La voilà, ma femme, dans cette robe que je l'avais vue fermer ce matin-là, se penchant vers un homme que je n'avais jamais vu. Leur voix était faible mais assez claire. Le baiser a duré 4 secondes. Quand ils se sont séparés, elle a lissé le revers de son veston, a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et ils ont tous les deux ri. Je l'ai regardé 2 fois. Puis je l'ai sauvegardé à 3 endroits différents. Papa. La voix de Jake m'a ramené à la réalité. Ça va? Oui, dis-je, sans être sûr que ce soit vrai. Merci de me l'avoir dit. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé autour du salon, les coussins que Felicity avait choisis, la table basse que j'avais assemblée, la vie que nous avions construite sur des suppositions et des promesses brisées. Je vais régler ça, dis-je. Légalement. Le dimanche matin, j'ai conduit jusqu'à Columbus. Le cabinet d'avocats de Caroline se trouvait dans un brownstone restauré près de Germain Village, le genre de quartier où les gens paient un supplément pour l'histoire. J'y étais allé exactement 2 fois auparavant, les 2 fois pour des papiers liés à l'arrangement de garde de Jake. Franchir à nouveau cette porte me semblait étrange, comme faire un pas en arrière et en avant en même temps. Elle m'attendait dans son bureau, les stores à demi baissés contre le soleil du matin, le café déjà froid sur son bureau. Caroline était la même qu'il y a 3 ans, lorsque nous avions signé nos papiers de divorce. Des yeux perçants, une coupe de cheveux sobre et efficace, le genre de femme qui ne perd pas de temps en mondanité quand il y a du travail à faire. Ken. Elle a désigné la chaise en face d'elle. Assieds-toi. Raconte-moi tout. Je l'ai fait. Le mariage, la présentation, la vidéo que Jake m'avait envoyée. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'enregistrement, observant son visage rester parfaitement neutre alors que Felicity embrassait un étranger derrière une haie. Quand la vidéo s'est terminée, Caroline s'est adossée à son fauteuil et a croisé les bras. Tu es sûr de vouloir faire ça? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour à la normale. La normalité a déjà disparu, ai-je dit. Je veux protéger ce qui est à moi. Elle a hoché lentement la tête. D'accord. Première question, de quels actifs parlons-nous? J'avais fait une liste la nuit précédente. Incapable de dormir, j'avais tout noté sur un bloc-notes à 2 heures du matin. La maison à Maumee, payée, d'une valeur d'environ 320 000 $. La propriété au bord du lac près de Puyne Bay, héritée de mon oncle il y a 4 ans, actuellement évaluée à environ 475 000 $. Mon compte de participation au bénéfice de l'usine, s'élevant à un peu plus de 200 000 $. Et il y a autre chose. Caroline a haussé un sourcil. Continue. J'ai déplacé de l'argent. J'ai commencé il y a environ 18 mois, après que Felicity ait insisté pour refinancer la maison et mettre nos 2 noms sur l'acte de propriété. Quelque chose m'a semblé bizarre dans son empressement. Alors? J'ai ouvert un compte offshore. Îles Caïmans. J'ai transféré de petites sommes chaque mois. Rien d'assez gros pour déclencher des alertes. Il y a environ 190 000 $ dessus maintenant. Malin. Caroline a pris une note. Quelque chose à son nom. Son entreprise Etsy. Je lui ai prêté 50 000 $ pour la démarrer il y a 3 ans. Pas de paperasse, juste une poignée de main. Elle n'arrête pas de dire qu'elle va me rembourser, mais ça n'arrive jamais. Nous récupérons ça, avec les intérêts. Caroline a tapoté son stylo contre le bureau. Et la maison? Son nom est sur l'acte? Non. Je l'ai achetée avant notre mariage. Elle y a vécu, mais légalement, elle est à moi. Bien. La propriété au bord du lac. Pareil. Propriété héritée. Je n'ai jamais ajouté son nom. Je n'essayais pas d'être secret, je n'en ai juste jamais vu la nécessité. Caroline a souri, un sourire fin et professionnel. Vous venez de me faciliter grandement la tâche. Voici ce que nous allons faire. Demain matin, je dépose les papiers pour établir un trust. Tilden L. Moldings LLC.
Tout ce que vous possédez y sera versé. La maison, le lac, la participation aux bénéfices. Tout. Vous en serez le seul bénéficiaire et contrôleur. Elle n'aura aucune revendication légale sur quoi que ce soit. En combien de temps pouvons-nous faire ça? Si nous agissons maintenant, 72 heures. Mais Ken, vous devez comprendre quelque chose. Une fois qu'elle l'apprendra, et elle l'apprendra. Ça va devenir moche. Elle se battra. Elle prendra un avocat. Elle pourrait essayer de revendiquer des droits au titre de l'union de fait ou de contribution financière. Quel essai? J'ai gardé ma voix égale. J'ai les relevés de chaque dépôt, chaque paiement, chaque transaction. Elle n'a contribué en rien à ses propriétés, à part y vivre. Caroline m'a étudié un instant, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Du respect, peut-être, ou la reconnaissance que je n'étais pas le même homme qui s'était assis dans ce bureau il y a 3 ans, vaincu et épuisé par le divorce. Très bien, dit-elle. Mettons-nous au travail. Nous avons passé les 4 heures suivantes à éplucher des documents, des relevés bancaires, des registres de propriété, construisant un dossier qui visait moins à attaquer Felicity qu'à protéger ce que j'avais bâti. Quand j'ai quitté son bureau, le soleil était haut et dur, et j'avais un dossier rempli de papiers qui allait tout changer. Mon téléphone avait vibré toute la matinée. Je l'ai enfin regardé sur le parking. 23 nouveaux messages, la plupart de Felicity, de plus en plus désespérée. Il faut qu'on parle. C'est ridicule, Ken. Tu surréagis à une erreur. Je t'aime. S'il te plaît, rentre à la maison. Je les ai tous supprimés sans répondre, j'ai démarré mon camion et je suis retourné à Toledo. Il n'y avait plus rien à lui dire. Les avocats se chargeraient de parler maintenant. Le lundi matin, je suis allé travailler comme si de rien n'était. Je suis entré dans l'usine à 6h30, comme toujours. J'ai vérifié les plannings de production, parlé au superviseur, gardé la tête basse et ma concentration intacte. Personne ne m'a posé de questions sur mon week-end. Personne n'a mentionné le mariage. Soit ils ne savaient pas, soit ils étaient assez intelligents pour ne pas en parler. Vers 10h, mon téléphone a sonné. Felicity. J'ai laissé la messagerie vocale. Elle a rappelé à 10h15. Puis 10h30. À 11h, elle avait laissé 4 messages. Chacun passant de la confusion à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Je n'en ai écouté aucun. À midi, j'ai conduit jusqu'à la First Merit Bank sur Monroe Street et j'ai demandé à parler à Patricia Ellison, la directrice de l'agence qui gérait mon compte depuis 15 ans. Elle me connaissait, me faisait confiance et, plus important encore, elle comprenait l'importance de la discrétion. Ken? Elle m'a serré la main et m'a conduit à son bureau. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de récupérer les registres d'une transaction d'il y a 3 ans. Un chèque de banque que j'ai fait à Felicity Hammond, maintenant Felicity Pierce, de $50 000. Patricia a hoché la tête, a ouvert son ordinateur. Prêt commercial, capital de démarrage personnel pour son entreprise. Elle a dit qu'elle me rembourserait en 2 ans. Ça n'est jamais arrivé. Avez-vous une documentation sur les termes du prêt? Non, c'était verbal. L'expression de Patricia n'a pas changé, mais j'ai vu une lueur d'inquiétude. Ça complique les choses. Sans accord écrit, c'est votre parole contre la sienne. Je sais, mais j'ai quand même besoin du relevé de la transaction. Date, montant, mémo s'il y en avait un. Je suis en train de monter un dossier. Elle a tapé pendant un moment, puis a tourné son moniteur vers moi. C'était là. 12 septembre, il y a 3 ans. Chèque de banque numéro 7834. $50 000, à l'ordre de Felicity Hammond. Ligne de mémo, près de démarrage d'entreprise. C'est moi qui ai écrit ça, dis-je en montrant le mémo. C'est mon écriture sur le formulaire de demande original, n'est-ce pas? En effet. Patricia a imprimé 2 copies et me les a tendues. Ken, si vous traversez une séparation, vous devez geler immédiatement tous les comptes joints. Nous n'avons pas de compte joint. Je n'en ai jamais ouvert. Elle a semblé soulagée. Bien. Ça va vous épargner beaucoup de maux de tête. Mais vous devriez savoir que si elle a accès à des cartes de crédit partagées ou à des lignes de crédit liées à votre nom, elle pourrait les faire flamber par dépit. Je n'y avais pas pensé.
Que dois-je faire? Annulez-les. Aujourd'hui, avant qu'elle y pense. J'ai passé les appels depuis son bureau. 3 cartes de crédit, toutes à mon nom, mais avec Felicity comme utilisatrice autorisée. J'ai annulé son accès sur toutes, avec effet immédiat. Les représentants m'ont demandé si je voulais fermer complètement les comptes. J'ai dit oui. Quand j'ai quitté la banque, Felicity avait appelé 6 fois de plus. J'ai repris la route vers l'usine, je me suis garé à ma place habituelle et je suis resté assis là 1 minute, fixant mon téléphone. Puis j'ai ouvert son dernier SMS. Qu'est-ce que tu as fait, Ken? Les cartes de crédit ne fonctionnent pas. J'ai tapé une seule phrase et j'ai appuyé sur envoyer. Parle à ton avocat. Puis j'ai bloqué son numéro. Ce soir-là, Caroline a appelé. Les papiers du trust sont déposés. Depuis 16 heures aujourd'hui, tout est verrouillé. La maison, le lac, tout. Elle ne peut rien toucher. Combien de temps avant qu'elle ne le sache? Elle sait probablement déjà que quelque chose ne va pas. Les cartes de crédit l'auront alertée. Mais la notification officielle. Elle recevra une lettre de mon cabinet d'ici mercredi. Bien. Ken, encore une chose. C'est 50 000 que vous lui avez prêté. J'ai fait quelques recherches. Son entreprise Etsy est enregistrée comme une LLC, selon ses déclarations fiscales, elle a déclaré des revenus mais n'a pas déclaré d'où venait le capital de démarrage. C'est un problème. Quel genre de problème? Le genre que l'IRS n'aime pas. Si elle a pris 50 000 et ne l'a pas déclaré comme un prêt ou un don, elle a sous-déclaré ses impôts pendant 3 ans. Je peux déposer un signalement de dénonciateur si vous le souhaitez. Cela ne vous rendra pas votre argent directement. Mais ça mettra la pression sur elle pour un règlement. J'ai réfléchi à ça. L'image de Felicity embrassant cet homme derrière la haie. La façon désinvolte dont elle m'avait effacé à la table de réception. Les 50 000 que je lui avais donnés de bonne foi. Faites-le, ai-je dit. Mercredi soir, j'étais dans la cuisine à réchauffer des restes de nourriture chinoise quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Indicatif de Toledo. J'ai failli ne pas répondre, pensant que c'était une autre tentative de Felicity de me joindre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Bonjour, Ken? Une petite voix, hésitante. C'était Emma, la fille de Felicity, 11 ans. Une gamine adorable qui aime les projets de science et me demandait de l'aide pour ses devoirs de maths tous les mardis. Ma poitrine s'est serrée. Salut, Emma. Ça va? Je suis chez mon amie Betty. Elle a fait une pause et j'ai entendu des voix en arrière-plan, quelqu'un lui disant de se dépêcher. Je devais te dire quelque chose à propos de ma maman. J'ai posé ma fourchette, je suis allé dans le salon. Quoi donc? Elle voit quelqu'un. Un homme nommé Rick. Il est venu à la maison plusieurs fois quand tu n'étais pas là. Genre après l'école parfois, ou le samedi quand tu étais à l'usine pour faire l'inventaire. Rick. Pas l'homme de la vidéo de Jack, mais un autre nom. Ma mâchoire s'est crispée. Depuis combien de temps ça dure? Je ne sais pas. Peut-être 6 mois. Connor le sait aussi. Il trouve ça cool parce que Rick a une moto et l'emmène faire des tours. Sa voix est devenue encore plus basse. Mais je ne l'aime pas, Ken. Il est méchant avec maman parfois. Je les ai entendus se disputer la semaine dernière à propos d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rick a dit que maman lui devait quelque chose. Elle a dit qu'elle y travaillait. Puis il a dit quelque chose à propos de notre accord et elle est devenue très silencieuse. Notre accord. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Emma, où est ta mère en ce moment? Elle est dans sa chambre en train de pleurer. Elle pleure depuis hier, quand une dame est venue à la porte avec des papiers. Connor a dit que c'est parce que tu divorces d'elle, mais je ne sais pas si c'est vrai. Les documents du trust. Caroline avait envoyé un coursier pour les livrer en personne. Écoute-moi, dis-je avec précaution. Je veux que tu saches quelque chose. Ce qui se passe entre ta mère et moi, c'est une affaire de grand. Ce n'est pas ta faute. Et ça ne te concerne ni toi, ni Connor. Tu comprends? Est-ce que tu nous quittes? Sa voix s'est légèrement brisée, et ça m'a fendu le cœur. Je ne vous quitte pas, Emma. Ta mère et moi avons des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre,
mais ça ne veut pas dire que je ne me soucie pas de vous. Tu peux toujours m'appeler si tu as besoin d'aide pour tes devoirs. D'accord? D'accord. Elle a reniflé. Ken, il y a autre chose. La semaine dernière, j'ai entendu maman au téléphone avec quelqu'un. Elle était dans le garage, mais je pouvais l'entendre par la fenêtre. Elle parlait de la maison du lac. Elle a dit quelque chose comme, une fois qu'on l'aura vendue, on pourra se partager l'argent et partir. La maison du lac. La propriété d'une valeur de près d'un demi-million de dollars à laquelle Felicity n'avait aucune revendication légale, mais qu'elle pensait apparemment pouvoir vendre quand même. A-t-elle dit à qui elle parlait? Non. Mais ça ressemblait au même type, Rick, je crois. J'ai fermé les yeux, reconstituant le puzzle. Felicity avait planifié ça. La liaison, la vente d'une propriété qui n'était pas la sienne, une sorte de combine avec un homme que je n'avais jamais rencontré. La présentation au mariage n'était pas une erreur ou un lapsus. C'était une partie de quelque chose de plus grand. Emma, tu as bien fait de m'appeler. Merci. Tu es en colère contre moi. Pas le moins du monde. Tu es une bonne gamine. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Caroline. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, l'air fatigué. Il était presque 21h. Ken, qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons un problème. Felicity prévoyait de vendre la maison du lac. Elle a un petit ami, un type nommé Rick, et ils discutaient de se partager l'argent. Caroline est restée silencieuse un moment. C'est une tentative de fraude. Si elle a essayé de falsifier votre signature ou de vendre une propriété qu'elle ne possède pas, c'est criminel. Que dois-je faire? Premièrement, j'appelle le bureau du registraire du comté dès demain matin. Nous allons placer un privilège sur cette propriété pour qu'elle ne puisse pas être vendue sans votre consentement écrit explicite. Deuxièmement, j'ajoute cela à notre dossier. Si elle conspire pour commettre une fraude, cela renforce considérablement notre cas. Il y a plus, dis-je. Selon Emma, ça dure depuis au moins 6 mois. Et il y a un autre homme en plus de celui de la vidéo du mariage. Ce n'est pas juste une liaison. C'est un schéma. Encore mieux pour nous, dit Caroline d'un ton sombre. Pire pour elle. Donnez-moi tout ce que vous pouvez. Nom, date, détails. Je veux l'enterrer si profondément qu'elle ne verra plus la lumière du jour pendant des années. J'aurais dû me sentir mal à ce sujet, de détruire la femme que j'avais épousée, la mère de 2 enfants que j'avais appris à aimer. Mais tout ce que je ressentais était une détermination froide et concentrée. Elle avait essayé de me voler. Maintenant, elle allait apprendre ce que ça coûtait. Jeudi après-midi, en rentrant du travail, j'ai trouvé une camionnette dans mon allée. Plaque de l'Ohio, de la rouille autour des passages de roues, le genre de camion qui a vu 30 ans de labeur honnête. Je ne l'ai pas reconnu jusqu'à ce que la portière côté conducteur s'ouvre et que Robert Hammond en sorte. Le père de Felicity, 73 ans, électricien à la retraite, le genre d'homme qui répare les choses avec ses mains et ne gaspille pas ses mots. Je l'avais rencontré peut-être 10 fois en 6 ans, principalement pendant les fêtes. Il avait toujours été poli mais distant, comme s'il se réservait le droit de juger. Robert, dis-je en remontant l'allée. Qu'est-ce qui vous amène? Il faut qu'on parle. Sa voix était rauque, fatiguée. Vous avez quelques minutes. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et l'ai laissé entrer. Il s'est tenu dans l'entrée, regardant la maison comme s'il cataloguait chaque détail, puis m'a suivi jusqu'à la cuisine. Je lui ai offert un café. Il a secoué la tête. Je resterai debout, merci. Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste et l'a posée sur le comptoir entre nous. Ceci est arrivé chez moi hier, d'un cabinet d'avocats de Columbus. J'ai reconnu le papier à en-tête de Caroline avant même qu'il ne l'ouvre. Avis de privilège, dit Robert platement. Sur une propriété au 4737 Lakeview Road, Twin Bay, déposée par vous par l'intermédiaire de votre avocate, empêchant toute vente ou transfert sans votre consentement écrit. C'est exact. Il m'a regardé durement. C'est aussi la maison de ma fille. Non, monsieur, ce n'est pas le cas. Cette propriété a été héritée de mon oncle il y a 4 ans. Le nom de Felicity n'a jamais été sur l'acte de propriété. Elle n'a aucune revendication légale dessus. La mâchoire de Robert s'est contractée. Elle m'a dit que vous l'aviez acheté ensemble.
Elle a dit que vous prévoyiez d'y prendre votre retraite un jour. Elle a menti. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Robert m'a fixé un long moment, et j'ai vu quelque chose changer sur son visage. Pas de la colère, mais quelque chose de plus lourd. De la déception, peut-être, ou de la reconnaissance. Il y a plus, dit-il doucement. Elle est venue me voir il y a 3 semaines, m'a demandé de co-signer un prêt. 50 000 $. Elle a dit que vous aviez des problèmes de trésorerie avec l'entreprise. Que vous aviez besoin d'un financement relais. J'ai signé les papiers parce que c'est ma fille et que je lui fais confiance. Mon sang s'est glacé. Quel prêt? Quelle entreprise? Son truc Etsy. Elle a dit que ça se développait, qu'elle avait besoin de nouvelles machines, de plus de stock. La banque l'a approuvé sur la base de mon crédit et de ma maison comme garantie. Il a sorti un autre papier de l'enveloppe. C'est le contrat de prêt. L'échéance est dans 18 mois. S'il n'est pas remboursé, ils prennent ma maison. J'ai pris le papier, l'ai parcouru. First National Bank, 50 000 $. Robert Hammond listé comme emprunteur principal, Felicity Pierce comme secondaire. La garantie était la maison de Robert à Oregon, une petite maison de plein pied qu'il avait fini de payer il y a 20 ans. Vous a-t-elle dit à quoi servait l'argent? Spécifiquement? Nouvelle machine à broder, marketing, expansion de l'entreprise. La voix de Robert était neutre. Mais ce n'était pas pour ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas, dis-je honnêtement, mais je peux le découvrir. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé Caroline. Je l'ai mise sur haut-parleur pour que Robert puisse entendre. Ken, répondit-elle. J'ai besoin que tu recherches les registres d'un prêt commercial contracté par Felicity Pierce il y a 3 semaines. First National Bank, 50 000 $. Son père a co-signé. Sa maison est en garantie. Caroline est restée silencieuse un instant. Donne-moi 1 heure. Pendant que nous attendions, Robert s'est assis à ma table de cuisine, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. C'est ma seule fille, dit-il après un moment. Sa mère est morte quand Felicity avait 16 ans. Je l'ai élevée seule, j'ai fait des doubles services pour lui payer le community college. Je pensais avoir bien fait les choses pour elle. Ce n'est pas votre faute. N'est-ce pas? Il m'a regardé. Peut-être que je lui ai laissé trop de choses passer. Que je lui ai trouvé des excuses quand elle faisait des bêtises. Son premier mariage, la façon dont ça s'est terminé, j'ai blâmé le gars. Je me suis dit que Felicity méritait mieux. Maintenant. Je me demande si je n'ai pas vu que ce que je voulais voir. Mon téléphone a sonné. Caroline. Vous n'allez pas aimer ça, a-t-elle dit. Le prêt a été approuvé il y a 2 semaines. L'argent a été déboursé jeudi dernier. J'ai consulté les registres de son compte professionnel, des documents publics. Rien de cet argent n'est allé dans son entreprise. Il a disparu. Disparu où? Retiré en espèces. 10 000 vendredi, 10 000 autres lundi, le reste hier. Le tout depuis différents distributeurs automatiques à Toledo et Sandusky. Le visage de Robert est devenu gris. Il y a plus, a continué Caroline. J'ai fait quelques vérifications. Rick Dalton, 42 ans, vit à Perrysburg. Il a un casier. Des accusations de fraude dans le Michigan il y a 5 ans, réglées à l'amiable, actuellement au chômage. Et Ken. Il publie sur les réseaux sociaux qu'un gros coup est imminent. Il a posté une photo hier d'une moto qu'il vient d'acheter. Une Harley toute neuve. 15 000 $. J'ai regardé Robert. Sa main tremblait. Elle lui a donné mon argent, dit-il doucement. Ma maison. Elle l'a donné à un type en moto. Nous allons le récupérer, dis-je. Tout. La voix de Caroline est sortie du haut-parleur, dure et certaine. Je dépose des accusations de fraude demain. Aux criminels et aux civils. Robert, vous devrez également déposer une plainte à la police. Usurpation d'identité, fausse déclaration, tout le tout team. Robert se leva lentement, regardant une dernière fois ma cuisine. Puis il m'a regardé. Je témoignerai contre elle. Tout ce dont vous avez besoin. Elle ne s'en tirera pas en détruisant les gens et en s'en allant. Après son départ, je suis resté dans l'allée,
regardant ses feux arrière disparaître dans la rue. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis ce samedi au vignoble. Pas de la colère, pas de la trahison, juste la certitude froide et absolue que Felicity était finalement allée trop loin et que les murs se refermaient sur elle. La vidéo a fait son apparition sur Reddit le vendredi matin. Je ne l'ai vue que lorsque mon superviseur d'usine, Mike, a frappé à la porte de mon bureau vers 10 heures avec son téléphone à la main et une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Patron, vous devez voir ça. » Il a posé le téléphone sur mon bureau, la vidéo déjà en lecture. C'était le mariage. Des images d'une clarté cristalline, tirées des premiers plans du vidéaste. J'étais là, dans mon costume bleu marine, à côté de Felicity à cette table de réception. Le son était parfait. Trop parfait. Et qui est-ce ? Demandait la coordinatrice. La voix de Felicity, légère et dédaigneuse. Oh, c'est juste un ami. Puis ma réponse, calme comme un lac en hiver. En fait, je suis juste un ex. La vidéo s'est coupée sur mon dos alors que je m'éloignais, et quelqu'un hors champ a eu un hoquet de surprise. Puis ça s'est terminé. La section des commentaires était un champ de bataille. 3000 votes positifs en 4 heures. Les récompenses s'empilaient comme des jetons de poker. La sortie la plus badass de l'année, disait le commentaire le plus populaire avec 800 votes. En dessous, on peut voir le moment où elle réalise qu'elle a tout gâché. Un autre, mon gars n'a pas crié, n'a pas argumenté, il est juste parti. Ça, c'est du pouvoir. Mike s'est éclairci la gorge. Elle a 6 millions de vues, Ken. Et ça se propage. Je l'ai regardé à nouveau. Le fait de la voir de l'extérieur, du point de vue du monde, la rendait réelle d'une manière qu'elle ne l'avait pas été auparavant. Ce n'était plus seulement mon humiliation privée. C'était devenu un fait public. Qui a posté ça, ai-je demandé. Un compte appelé Weddingfell. Ils l'ont reprise de la story Instagram du vidéaste. C'est sur Twitter aussi. TikTok, partout. Mon téléphone a commencé à vibrer. Un SMS de mon frère dans le Michigan, un autre d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années. 3 anciens collègues. Tout le monde voulait savoir si c'était bien moi. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé Mike. Est-ce que tout le monde ici le sait ? Probablement, mais personne ne va rien vous dire en face. On n'est pas des idiots. Ce soir-là, Caroline a appelé. La vidéo nous aide, en fait. L'opinion publique est massivement de votre côté. Si ça va au tribunal, et c'est possible, ça compte. La sélection du jury, les négociations de règlement, tout ça. Felicity a une mauvaise image et elle le sait. Est-ce qu'elle vous a contacté ? Son avocat a appelé il y a 1 heure. Ils veulent négocier. Dites leur non. Caroline a fait une pause. Ken, il propose de partir sans rien réclamer. Pas de revendication, pas de demande. Elle veut juste s'en sortir. Et la maison de Robert ? Les 50 000 qu'elle lui a volés ? L'argent qu'elle me doit. Elle s'en tire comme ça aussi ? C'est séparé. Les accusations criminelles sont déjà déposées. Alors il n'y a rien à négocier. Elle a brûlé ce pont. Quelle nage. Samedi matin, Felicity s'est présentée à la maison. J'ai vu sa voiture entrer dans l'allée par la fenêtre de la cuisine. Je l'ai regardée rester assise là une bonne minute avant de sortir. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir, usée d'une manière qui aurait dû me faire ressentir quelque chose. Ce ne fut pas le cas. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Ken, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Sa voix était rauque, comme si elle pleurait depuis des jours. Non, pas besoin. Ton avocat peut parler au mien. J'ai fait une erreur au mariage. J'ai paniqué. La coordinatrice m'a mise sur le fait accompli et j'ai dit la mauvaise chose. Tu n'as pas fait d'erreur, Felicity. Tu as dit la vérité. Je n'étais qu'un ami pour toi. Pratique, utile, mais pas quelqu'un qui valait la peine d'être revendiqué. Elle s'est approchée. Ce n'est pas juste. Je t'aimais. Je t'aime encore. Tu aimais ma maison, mon argent, ma stabilité. Tu ne m'aimais pas, moi. J'ai gardé ma voix égale, factuelle. Et même si c'était le cas, ça n'a plus d'importance. Tu as volé ton propre père.
Tu prévoyais avec Rick de vendre une propriété qui n'est pas à toi. Tu m'as pris 50 000 $ il y a 3 ans et tu ne les as jamais remboursés. Son visage est devenu blême. Comment tu? Je sais tout, Felicity. La liaison, le prêt, la combine avec Rick, tout. Rick n'est rien. C'est juste quelqu'un à qui j'ai parlé quelques fois. Ça ne signifiait rien. Alors pourquoi lui as-tu donné 15 000 $ de l'argent de ton père pour acheter une moto? Elle a littéralement reculé d'un pas, je n'ai pas. Les relevés bancaires ne mentent pas. Les caméras des distributeurs non plus. Ni ton père, qui dépose une plainte contre toi lundi. Le sang-froid de Felicity s'est brisé. Tu as monté mon propre père contre moi. Je n'ai pas eu à le faire. Tu l'as fait toi-même quand tu as mis sa maison en danger pour un type à moto. Elle s'est mise à pleurer alors. De vraies larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, Ken. Je vais arranger ça. Je rembourserai tout le monde. Ne les laisse pas me poursuivre en justice. Ce n'est plus ma décision. Tu as fait ton lit, maintenant tu dois t'y coucher. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Je suis resté là, écoutant ses sanglots de l'autre côté, attendant que la culpabilité s'installe. Elle n'est jamais venue. 3 mois plus tard, j'étais assis dans une salle d'audience du comté de Lucas, regardant l'avocat de Felicity essayer de sauver ce qui restait de son cas. Ça n'allait pas bien. Caroline avait construit un dossier inattaquable. Les relevés bancaires montrant le prêt de 50 000 $ à Felicity, avec mon mémo manuscrit, la vidéo de Jake la montrant embrasser un étranger au mariage, le témoignage d'Emma sur Rick Dalton et les conversations sur la vente de la maison du lac. Les accusations de fraude de Robert et la documentation du prêt qu'elle avait contracté en son nom. La juge, une femme d'une 60aine d'années nommée Patricia Kendrick, avait le genre de visage qui a vu tous les mensonges que le système judiciaire peut produire. Elle n'était pas impressionnée. Madame Pierce, dit la juge Kendrick, regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Vous demandez à ce tribunal de vous accorder une part d'une propriété que vous n'avez jamais légalement possédée, sur la base de ce que vous prétendez être un accord de partenariat implicite. Est-ce exact? L'avocat de Felicity, un jeune homme nommé Phillips qui semblait tout juste sorti de l'école de droit, se leva. Oui, votre honneur. Ma cliente a contribué au foyer, a élevé des enfants, a soutenu la carrière de Monsieur Pierce. A-t-elle contribué financièrement à l'achat de la maison à Maumais? Phillips hésita. Pas directement, mais... A-t-elle contribué à l'héritage de la propriété du lac? Non, votre honneur, mais... Le partenariat conjugal a duré 4 ans, période pendant laquelle Monsieur Pierce a maintenu la propriété séparée de tous les principaux actifs, a établi un trust légal et dispose d'une documentation montrant des prêts totalisant 50 000 $ qui n'ont jamais été remboursés. La juge Kendrick posa les papiers. Je ne vois pas de partenariat ici, maître. Je vois quelqu'un qui a vécu dans la maison de quelqu'un d'autre et qui veut maintenant la moitié de tout. Felicity s'agrippa au bord de la table, les jointures blanches. La juge continua. De plus, les accusations criminelles déposées par Monsieur Robert Hammond concernant la fraude et le détournement de fonds dressent un tableau préoccupant de l'éthique financière de votre cliente. Bien que ce soit une affaire distincte. Cela éclaire certainement l'opinion de ce tribunal sur sa crédibilité. Phillips tenta une dernière fois. Votre honneur, ma cliente a commis une erreur lors d'un mariage familial. Une phrase mal choisie ne devrait pas détruire son avenir financier. Il ne s'agit pas d'une phrase, maître. Il s'agit d'un schéma de comportement. Les preuves montrent une tromperie délibérée, une manipulation financière et, dans le cas de Monsieur Hammond, un possible abus de faiblesse sur personne âgée. La juge Kendrick regarda directement Felicity. Madame Pierce, je statue en faveur du défendeur. Vous n'avez aucune revendication sur la maison, la propriété du lac ou les actifs financiers de Monsieur Pierce. De plus, je vous ordonne de rembourser le prêt de 50 000 $ dans les 18 mois. Avec des intérêts calculés à 6% par an. Le non-respect de cette ordonnance entraînera une saisie sur salaire. Le visage de Felicity s'est décomposé. Phillips posa une main sur son épaule, commença à dire quelque chose, mais elle le repoussa et se leva. Ce n'est pas juste, dit-elle, la voix tremblante. Je lui ai donné 6 ans de ma vie. L'expression de la juge Kendrick ne changea pas, et il vous a donné un foyer, un soutien financier et une confiance que vous avez trahi. L'audience est levée.
À l'extérieur du palais de justice, Caroline a marché à mes côtés jusqu'au parking. C'était aussi net que possible. Elle n'a rien, Ken. L'affaire pénale avec son père est toujours en cours, mais ce n'est plus votre problème. Et le jugement de 50 000 $? Elle déposera probablement le bilan. Même si elle le fait, l'aspect frauduleux pourrait le rendre non appurable. Quoi qu'il en soit, vous avez le jugement dans vos dossiers. Caroline s'est arrêtée à sa voiture. Comment vous sentez-vous? J'ai réfléchi à ça. Soulagé. C'est enfin terminé. Pas tout à fait. Il y a encore une chose. Elle a sorti un dossier de sa mallette. J'ai qu'à parler de la garde à sa mère. Mon cœur s'est emballé. À quel sujet? Il veut vivre avec vous à plein temps. Elle m'en a déjà parlé. Elle pense que c'est le mieux pour lui, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Elle dit que vous avez prouvé que vous êtes stable, responsable, quelqu'un sur qui il peut compter. J'ai pris le dossier, l'ai ouvert. Des papiers de modification de garde, déjà à moitié remplis. Elle est sérieuse, ai-je demandé. Très sérieuse. Signez-les, et j'ai qu'emménage le mois prochain. 14 mois après ce mariage, j'étais dans ma cuisine en train de préparer le petit déjeuner pendant que Jake était assis au comptoir, faisant ses devoirs de calcul. Il avait emménagé au printemps dernier et la maison semblait différente maintenant. Pleine, juste. Papa? Tu as vu mon livre de physique, a-t-il appelé depuis le salon. Vérifie ton sac à dos. Tu l'as laissé près du canapé. Il est apparu un instant plus tard, le livre à la main. Trouvé. Merci. Emma est descendue des escaliers, sac à dos sur l'épaule. Elle restait avec moi un week-end sur 2 depuis que l'arrangement de garde avait été finalisé. Connor avait choisi de rester avec Felicity à plein temps, et je n'ai pas insisté, mais Emma avait fait son choix clairement. Bonjour, Ken, dit-elle en attrapant une gaufre du grille-pain. Bonjour, ma grande. Bien dormi? Oui. Tu peux toujours m'aider avec mon projet de science plus tard? Absolument. On s'y mettra après le déjeuner. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Caroline. Café cette semaine? Je dois discuter de quelque chose. J'avais pris le café avec Caroline plus souvent ces derniers temps. Ça avait commencé par des consultations juridiques sur la garde de Jake, mais quelque part en cours de route, c'était devenu autre chose. Quelque chose qui ressemblait étrangement à des rendez-vous galants, bien qu'aucun de nous n'ait prononcé le mot à voix haute. Jeudi, ça te va? Ai-je tapé en retour? Parfait. 10 heures à cet endroit près de mon bureau. Jake a levé les yeux de ses devoirs, un grand sourire aux lèvres. C'est Caroline? Mêle-toi de tes affaires. Tu souris à ton téléphone, papa. C'est sûr que c'est Caroline. Il est retourné à ses équations, toujours souriant. Je l'aime bien. Elle est intelligente. Et elle t'a vraiment battu aux échecs la semaine dernière. Elle a eu de la chance. 3 fois de suite, ce n'est pas de la chance. Emma a ri. Et j'ai réalisé que c'était pour ça que je m'étais battu. Pas la maison, ni l'argent, ni les victoires juridiques. Ceci. Un samedi matin normal avec des enfants qui se sentaient assez en sécurité pour me taquiner. Un avenir qui n'impliquait pas de regarder par-dessus mon épaule en attendant la prochaine trahison. La maison du lac s'était vendue il y a 2 mois. 490 000 $. J'ai mis la moitié dans des fonds en fiducie pour Jake et Emma. J'ai utilisé le reste pour payer les derniers coûts d'expansion de mon usine. La maison de Momé était payée, à moi, libre et net. Le compte offshore restait intact, un rappel que parfois, se protéger n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse. J'avais entendu dire par des connaissances communes que Felicity travaillait maintenant dans la vente au détail, vivant dans un appartement d'une chambre à Oregon avec Connor. Robert avait obtenu un jugement contre elle dans l'affaire de fraude. Elle avait déposé le bilan, mais le juge avait statué que la dette était non appurable en raison de la fraude. Elle la rembourserait pendant des années. J'aurais dû ressentir de la satisfaction à ce sujet, peut-être même de la justification, mais surtout, je ne ressentais rien. Elle était un chapitre qui s'était refermé, et j'étais passé à de meilleures choses. J'ai qu'à fermer son manuel. Papa, j'ai réfléchi. Peut-être que cet été, on pourrait aller en voiture jusqu'à l'île de Mackinac. Juste nous 3.
En faire une tradition. Nous trois? Toi, moi et Emma. Si ça te va. J'ai regardé Emma. Elle a hoché la tête avec enthousiasme. Oui, ai-je dit. Faisons une tradition. Cet après-midi-là, Caroline est passée prendre des documents dont Jake avait besoin pour l'école. Elle est restée pour le café, puis pour le dîner, puis nous nous sommes assis sur le porche à regarder le soleil se coucher pendant que les enfants faisaient leurs devoirs à l'intérieur. Tu es différent de ce que tu étais il y a un an, dit-elle doucement. Plus léger, en quelque sorte. Je me suis débarrassé d'un poids mort. Elle a souri. Bonne métaphore. C'est la vérité. J'ai passé 6 ans à porter quelqu'un qui prévoyait de me laisser tomber tout le temps. Maintenant, je ne le fais plus. Ça fait du bien. Caroline a tendu la main et a pris la mienne. Pour mémoire, je suis contente que Jake ait voulu vivre avec toi. Pas seulement parce que c'est bon pour lui, même si ça l'est, mais parce que ça veut dire que je peux te voir plus souvent. J'ai serré sa main. C'est un avis professionnel, maître? Entièrement personnel. Nous sommes restés assis là alors que le ciel virait au violet et alors. Et j'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis cette table de réception de vignoble. D'un homme qui avait souri et dit, juste un ex, et qui était parti sans savoir ce qui allait suivre. Je le savais maintenant. C'était ça. Des secondes chances, de meilleurs choix. Une vie construite sur l'honnêteté au lieu des suppositions.